à tous, bienvenue dans notre Zoom et bonjour à notre invité David Engels. Bonjour et merci de me recevoir. David Engels, historien belge, vous enseignez l'histoire mondiale à l'ICES en Vendée. Vous êtes aussi l'auteur de plusieurs ouvrages sur la crise identitaire européenne, le déclin, Renovatio Europae. Que faire, vivre avec le déclin de l'Europe? Et voici le dernier, un roman, le retour du roi, un titre tiré de l'imaginaire de Tolkien, publié aux éditions du Verbeau, tenu par Sylvain Durin, que l'on salue au passage. Alors, le résumé, avant de passer aux questions, le voici dans une Europe futur en pleine décomposition, un homme accusé de délit d'opinion par les autorités est contraint à la fuite, de la Pologne à l'Allemagne, de l'Italie à l'Angleterre, de la Belgique à une France en guerre civile. Tiens, il traverse un continent au bord de l'effondrement. Alors, vous décrivez justement ces nations européennes totalement à la dérive, livrées à des violences multiethniques où les gouvernements, en tout cas c'est le cas de la France, est en fuite, où les jeunes sont complètement abandonnés à eux-mêmes, bref, un chaos total. Qu'est-ce qui peut expliquer un tel avenir possible, éventuel pour notre continent ? Oui, voilà. Bon, je suis généralement peu connu pour des ouvrages optimistes sur le futur, donc c'est pas étonnant que j'essaye de dresser ici un portrait romanesque de toute une série de pronostics que j'avais déjà essayé de développer d'une manière un peu plus analytique dans les essais dont vous parliez. Et en effet, j'ai l'impression que la vague actuelle du wokisme, de cette philosophie de déconstruction totale, est en train de se mener soi-même à l'absurde finalement et de générer en effet ce genre de symptômes, que ce soit l'autoritarisme avec la censure qu'on connaît très bien de certains gouvernements de l'Union européenne, l'exacerbation des problèmes liés à l'immigration de masse, la dysfonction de toute une série d'institutions et puis évidemment aussi la faiblesse stratégique presque mortelle de l'Europe face aux grandes puissances qui l'entourent. Tout cela fait un cocktail assez toxique et si nous n'arrivons pas à y apporter des solutions, et je n'ai pas l'impression qu'on est en train de le faire, tôt ou tard, ça va en effet mener à ce genre d'événements tel que je l'ai décrit dans ce roman qui est très légèrement un roman d'anticipation, qui joue dans une petite dizaine d'années, pour ainsi dire, et qui essaye de justement montrer ce qui peut arriver donc très bientôt. Vous pensez que c'est vraiment le wokisme qui est à la conjonction de tous les maux que rencontre l'Europe ? Je dirais que c'est surtout cette crise identitaire européenne dont le wokisme est l'expression suprême, qui est responsable pour à la fois la crise de la famille, l'immigration de masse, le déclin démographique, notre incapacité finalement de nous projeter dans un futur de longue durée, l'échec du système d'éducation, notre doute par rapport à notre propre identité. Mais quand je parle de wokisme, je ne parle évidemment pas maintenant d'un mouvement idéologique récent. Pour moi, le wokisme est l'achèvement d'un pseudo-humanisme dont les racines remontent presque à un demi-millénaire. No future, disaient les punks dans les années 80. Oui, voilà, je crois que cette idée tout à fait fausse, presque mortelle, de dire que l'homme est la mesure de toute chose, devait tôt ou tard mener alors à une déconstruction totale de notre civilisation. Et je crois que c'est nous qui avons le privilège fort douteux d'assister à ce moment-là où il n'y a plus rien qui reste des dernières certitudes qu'on avait encore en tant que civilisation. C'est une chance d'un certain point de vue, c'est une tragédie d'un autre. Alors il est question dans votre roman du déclin de l'Occident, évidemment, jusqu'à son achèvement total. Qu'est-ce qu'il y a de sauvable dans ce qu'est aujourd'hui devenu l'Occident ? Mais je crois qu'il y a deux aspects. Il y a un aspect qui est plutôt politique, évidemment, et on en avait parlé justement sur ce plateau il y a 2 ans, je crois aussi, quand on parlait de mon livre « Défendre l'Europe civilisationnelle », où j'avais essayé de montrer ce que je répète sous une autre forme dans ce roman, c'est-à-dire que si nous considérons ce faux humanisme comme l'antithèse de la valorisation de la transcendance et de la tradition du Moyen-Âge, je crois qu'on s'approche d'un genre de synthèse que j'ai souvent appelé
appeler comme étant le retour rationnel à la tradition et qui serait un genre de phase d'achèvement, mais aussi une phase finale dans l'évolution de cette civilisation occidentale. Donc ça, c'est un aspect d'un certain point de vue positif parce qu'il nous permettra de surmonter la déconstruction totale par le choix volontariste pour la tradition. Il y a l'autre aspect qui est probablement plus présent maintenant dans le roman, et ça c'est l'aspect individuel. Nous avons trop souvent tendance, surtout je crois en tant que conservateurs, hélas, de croire que notre destin individuel, notre bonheur, même notre salut d'âme dépend d'un certain point de vue d'événements politiques, mais il n'en est rien évidemment. Nous sommes tous immédiats, directement immédiats par rapport à Dieu, en tout temps, en tout espace, en toute situation. Et ce choix-là, c'est-à-dire ce choix de chercher Dieu, la transcendance en nous-mêmes et d'essayer justement de trouver ce repos en nous-mêmes, est finalement indépendant de ce qui se passe aussi dehors. Ça ne veut pas dire qu'il faut rentrer dans un genre de quiétisme ou de défaitisme, loin de là, mais c'est un combat intérieur que malheureusement je trouve que la droite ne mène pas très souvent, on ne met pas très souvent en avant. Où est-ce qu'il faut placer le curseur justement entre le quiétisme et la guerre civile ? Oui, absolument. Mais comment être crédible, surtout non seulement en tant qu'homme politique, mais en tant qu'exemple quelconque, si d'abord nous n'avons pas trouvé en nous-mêmes cette possibilité de repos. Et je le dis souvent, et c'est pour ça que l'idée du roi apparaît aussi dans ce livre-là, que la droite politique, elle manque cruellement d'exemples humains véritablement convaincants. Je l'ai dit souvent sur d'autres plateaux, si on cherchait quelqu'un où je pouvais dire à mes fils, par exemple, tiens, quand tu seras grand, tu devras ressembler à celui-là ou celui-là, c'est certainement pas Donald Trump qu'on va pointer comme exemple. C'est le problème de l'incarnation que vous pointez. Il faut déjà devenir soi-même l'incarnation de ce qu'on veut mettre en avant comme exemple. Et je trouve que ça manque cruellement. Et dès lors, il y a dans une droite politique très souvent un certain manque de crédibilité. Les idées sont bonnes, sans doute, mais quand on dit, et c'est qui les incorpore concrètement, on se décharge trop souvent dans une logique purement économique, sociale, politique, en mettant pas du tout assez en avant l'exemple personnel. Qu'est-ce que vous répondriez à ceux qui pensent que c'est le sens de l'histoire de voir des civilisations disparaître, être remplacées par d'autres ? Je crois que c'est sans doute ce qui est en train de se passer depuis des millénaires. Je travaille beaucoup sur d'autres civilisations humaines, que ce soit la Chine, l'Inde, l'Égypte, l'Ancien Orient, l'Antiquité évidemment, et étant fortement influencé par des penseurs comme Oswald Spengler, ou Arnold Toynbee ou beaucoup d'autres, je crois en effet que toutes ces grandes civilisations sont, d'un certain point de vue, des pensées divines, si on veut dire, des tentatives différentes aussi de s'approcher d'une certaine transcendance par un certain prisme original et authentique à chaque fois, mais à chaque fois ces différentes civilisations sont vouées tôt ou tard aussi à l'épuisement. Et voilà, quand on sort dans la rue, quand on regarde ce que notre Europe est en train de devenir, on voit cet immense épuisement civilisationnel partout autour de nous, et ça devient de plus en plus difficile d'être dans une croyance aveugle comme le 19e siècle, dans un genre de progrès linéaire qui nous amènera de plus en plus vers un magnifique futur. Alors, c'est votre héros qui dit que être européen n'est pas un accident, mais une mission, comme si les âmes arrivaient sur Terre dans un pays plutôt que dans un autre, par prédestination. Qu'est-ce que vous entendez par là ? À partir du moment où on est croyant, et je ne parle même pas du christianisme, je parle rien que du fait d'être véritablement croyant en une transcendance et dans le fait que nous sommes donc des êtres créés par justement une entité transcendante qui est au-delà du temps et de l'espace, forcément, c'est sûr que notre présence a un certain sens.
on est placé dans un moment avec un certain... Enfin, le mot mission est peut-être très grandiloquent, mais ce n'est pas un hasard. Je crois que c'est la position plutôt gauchiste qui veut, voilà, personne n'est responsable pour sa famille, sa civilisation, dès lors... Relativisme. Voilà, dès lors, chaque Africain a exactement le même droit de venir en France ou d'y habiter qu'un Français l'aurait parce qu'il n'a pas choisi d'être né par-ci, par-là. Et moi, je crois qu'à partir du moment où on croit en la transcendance et qu'on croit donc qu'il y a un sens à la création, eh bien, notre existence dans un certain lieu a un sens et est accompagnée d'une certaine mission. Donc nous sommes européens, non pas par accident, mais par une certaine volonté divine. Et si on nous a mis dans une époque qui est tout sauf agréable, c'est finalement qu'il y a une petite idée qui se trouve là derrière. Et ça peut être réconfortant de se dire, voilà, on n'a pas à se plaindre, mais on est ici parce qu'on a un rôle à jouer dans cette situation. Alors vous glorifiez deux choses dans votre roman, David Engels, les valeurs de l'idéal chevaleresque et puis ce concept civilisationnel, l'empire chrétien. Qu'est-ce que cela signifie à vos yeux ? Bon, l'idéal chevaleresque est évidemment la fusion entre d'un côté la pensée et la foi chrétienne dans sa conjonction avec l'héritage médiéval, ou en tout cas même des peuples pré-médiévaux, si on veut dire, et qui ont donné naissance à cet idéal du chevalier européen qui est toujours présent, même dans les dernières ramifications du gentleman, du gentilhomme. Chevalier Bayard, sans peur et sans reproche. Voilà, je veux dire encore, le gentilhomme victorien essayait, tant bien que mal, dans un monde moderne, quand même, de sauver quelque part ces idéaux chevaleresques, et donc c'est quelque chose auquel je tiens à la fois par foi chrétienne, mais en même temps aussi par un certain patriotisme européen. Et sur l'Empire chrétien, vous rêvez d'un retour d'un empire tel que c'était le cas sous Charlemagne ? Tout à fait, tout à fait. C'est un idéal ? C'est j'espère, un idéal qui pourrait être réalisé, je l'espère. J'en avais parlé dans d'autres livres. Pour moi, cette idée de Saint-Empire, pas de nation germanique, ce qu'il est devenu à partir seulement du 15e, 16e siècle, mais l'idée... Je crois que même Charlemagne ne croyait pas trop à l'idée d'empire. En tout cas, c'est quelque chose de très fragile. Les empires, ça dépend. En tout cas, le Saint-Empire a quand même tenu un millier d'années jusqu'à ce que Napoléon lui donne le coup de grâce. D'un certain point de vue, l'Empire austro-hongrois l'a prolongé encore jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. Moi, je crois que cette idée d'unification politique de la chrétienté romaine alliée justement avec une valorisation de la tradition d'un côté et une subsidiarité maximale telle qu'elle existait sous le Saint-Empire peut être un exemple beaucoup plus, je dirais, commode pour une Europe future que la vision très kantienne, très rationaliste, très prussienne finalement, qui est défendue pour le moment à Bruxelles. Moi j'aime bien cette idée d'un Saint-Empire qui se défend, qui défend ses intérêts s'il est menacé et qui sinon laisse à ses peuples une grande liberté intérieure tout en se voulant un genre de microcosme du monde chrétien. Je trouve que c'est assez sympathique et pourrait bien correspondre à ce que, au déficit d'une Union européenne qui est faible vers l'extérieur et autoritaire vers l'intérieur. Le Saint-Empire était l'exact contraire. Je crois que ça pourrait être précisément pour des esprits conservateurs une maquette assez convenable finalement. Est-ce que c'est quelque part votre belgitude, si je puis utiliser ce terme, qui vous intéresse à cette idée d'empire qui n'est pas très concret en France, en tout cas? Certainement. En tant que Belge, l'identité nationale est fort problématique. Elle existe en sourdine. Il y a des choses qui unissent les Belges d'un point de vue psychologique de leur histoire, mais ce n'est pas aussi évident que d'être français, d'être allemand, d'être polonais. Et donc, dès lors, cette idée de développer un vrai patriotisme européen qui ne doivent pas nécessairement passer par
un esprit national très fort est ancré, je crois, dans une certaine perception belge. Et puis il y a une longue tradition impériale en Belgique. Quand vous remontez, évidemment, oui, mais à l'idée de Lotharingie, la Bourgogne, etc., la présence des Habsbourg pendant des siècles aussi, en tant que porteur principal de cette idée d'une chrétienté impériale réunie. Tout cela a laissé quand même des traces en Belgique et rend plus facile, je crois, à des Belges de parler d'un Saint-Empire romain comme idée positive, alors que voilà, les Français et les Allemands eux-mêmes aussi ont des associations très 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 différentes. L'idée en Allemagne, en tout cas, n'est pas très populaire parce qu'en Allemagne, c'est l'historiographie prussienne protestante qui a une vision très négative du Saint-Empire comme un accident qui aurait empêché l'évolution d'un État-nation allemand. Et donc c'est sûr que cette idée-là, elle n'est pas populaire ni en France ni en Allemagne et pourtant me semble plus urgente que jamais. Alors j'aimerais qu'on évoque avec vous, David Engels, un passage de votre roman où votre héros est invité, à sa grande surprise d'ailleurs, à Salo en Italie, à la rencontre du cercle Gelder-Malsen. Ses membres, vous l'écrivez, parlent du grand porteur de lumière et s'organisent pour accueillir joyeusement, dites-vous, la bête de l'événement. Alors qu'est-ce que ça signifie tout ça? C'est une bonne question. En tant qu'auteur d'un roman, on ne sait pas non plus très bien ce que tout signifie. C'est l'avantage, évidemment, quand on écrit un roman. Rappelons que ce terme de bête de l'événement avait été utilisé pendant la crise du Covid par notre cher président. Exactement. Et c'est évidemment un clin d'œil par rapport à Macron et par rapport à toutes les suppositions et toutes les théories qu'on a pu avoir par rapport à l'utilisation très bizarre de cette formule. Et le fait, comme l'actualité récente autour de Epstein nous l'a montré très clairement, l'existence en effet de cercles parfois très puissants, parfois peut-être aussi tout simplement tarés, mais en tout cas de cercles d'influence et d'influenceurs qui, dans les coulisses de l'histoire, jouent un certain rôle ou croient pouvoir jouer un certain rôle et d'influencer l'histoire. Moi, personnellement... Vous pensez que ce sont des tarés, ces gens, ou que c'est très très sérieux et réel ? Et que cela correspond, comme dit le président avant d'être élu, en disant il y a une transcendance, en tout cas je ne sais pas si c'est la mienne, en tout cas j'en suis sûr que non, mais pas la même que la sienne, mais cette réalité, vous pensez que ce sont que des tarés ? Je crois qu'il y a les deux. Je crois qu'il y a des gens qui surestiment probablement leur propre influence en se plaisant de croire qu'ils ont un impact qui est peut-être plus grand, mais je crois qu'il y a aussi une vraie réalité là-dedans, et d'ailleurs on a bien vu avec toutes les accusations visiblement très 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 justifiées de satanisme, de pédocriminalité, etc., qu'on peut être à la fois extrêmement influencé et très taré en même temps. Et ça fait assez peur. J'avoue que si j'aurais dû réécrire le roman maintenant, en lumière aussi des événements autour de Epstein, probablement que j'aurais encore intégré certains autres éléments. Mais en tout cas, disons que durant mon propre vécu, le roman il est en partie autobiographique, pas nécessairement pour ce chapitre-là, mais en grande partie. C'est sûr que j'ai que j'ai été amené à connaître pas mal de cercles, que ce soit de droite, que ce soit de gauche, qui, dans une forme conspirationnelle, essayent d'influencer l'histoire et que j'ai essayé de donner une certaine vision ou une certaine cohérence à cela, avec tout un aspect évidemment de tentation diabolique, si on veut dire que cet exercice du pouvoir et cette tentation du pouvoir peut en effet exercer, notamment sur le protagoniste. Vous ne parlez pas de franc-maçonnerie ouvertement, mais en tout cas, ce qui est développé dans ce passage de votre roman fait explicitement référence à de grandes théories développées dans les loges. Il y a des allusions à cela, il y a des allusions à une certaine idéologie managérielle qui est très forte aussi aujourd'hui, qui est peut-être plus, plus axée sur le seul pouvoir et pas nécessairement une approche idéologique. Il y a d'allusions aussi à d'autres éléments, mais oui, ça montre très clairement que le jeu maintenant d'une démocratie dite libérale est en grande partie une façade derrière laquelle se cachent évidemment des réalités parfois cruellement différentes, comme nous l'a montré l'actualité. Et, ça se voit du côté de la gauche, ça se voit en partie aussi de certains réseaux
parfois clanique, parfois un peu mafieux, qu'on connaît dans des régimes de droite également, notamment dans certains pays d'Europe centrale ou d'Europe orientale, où on voit en effet qu'il y a une façade politique et puis il y a des jeux d'influence, de planification, de mise sous pression, etc., qui souvent sont probablement plus influents que ce que l'électeur croit pouvoir décider dans sa cabine électorale. Oui, ce que François Hollande avait dit avant d'arriver à l'Élysée, quand on est républicain, comme c'est mon cas, il est à un moment donné nécessaire de passer devant la franc-maçonnerie. Ah oui. Ben, c'est pas étonnant en France. Il faut dire qu'en Belgique, il y a aussi une certaine influence de cela. Dans d'autres pays, probablement un peu moins. Mais en tout cas, l'existence, disons, de formats, pour le dire poliment, de concertation pré-politique, me semble une réalité très probable et... Alors, votre héros, David Engels, s'appelle David aussi, et il est confronté à ce jeune patriote qui, par idée patriotique, essaye d'adhérer au christianisme, mais n'arrive pas à croire en Dieu. Et David lui répond que de grands bouleversements allaient affecter sa perception du réel et que la grâce lui sera donnée. Ça s'inscrit dans un dialogue un peu philosophique où justement l'étudiant en question se confie, si on veut dire, au protagoniste par rapport à son sentiment de manque d'authenticité de sa propre foi. Et en fait, ça reflète, comme pas mal d'autres éléments, une certaine inspiration autobiographique, dans le sens que moi aussi, on m'a souvent posé la question après des conférences ou dans la vie de tous les jours, que des jeunes militants, quand ils sont, disons, seuls, avec moi, se confient parfois de certains problèmes ou de certains doutes. Et un doute qui revient très souvent, c'est que voilà, je suis français, je suis patriote, donc je suis devenu catholique parce que la France est catholique, mais je n'y crois pas vraiment d'une manière exclusive. Et il y a beaucoup de jeunes qui, je crois, en souffrent aussi de cette impression de faire un genre de cosplay. Hein, on joue à être catho par patriotisme, mais on n'y croit pas vraiment. On veut croire sans vraiment y réussir. Et c'est quelque chose qui arrive assez souvent. Et donc le protagoniste du roman essaie évidemment de donner des réponses à cette question-là et essaye notamment aussi de rendre clair le fait que rien que la volonté de croire, rien que le fait de ressentir ce vide en soi-même et ce vide de quête de Dieu est déjà un indice de l'existence de Dieu et qu'un acte volontariste de foi est déjà un signe qu'on va dans la bonne direction et que quelque part, rien que le fait de s'en tracasser est déjà une certaine preuve d'une honnêteté et d'une immédiateté de foi qui est typique pour notre époque très, très difficile. C'est pour ça que je parle souvent du retour rationnel à la tradition. Nous n'avons pas le bonheur d'avoir grandi dans une société qui est fondamentalement chrétienne, traditionnaliste, qui ne connaîtrait pas d'autres alternatives qu'à cela. Donc cette immédiateté, cette innocence de la tradition, nous ne l'avons pas, nous ne l'aurons probablement jamais, en tout cas dans les prochaines générations, mais pour cela, nous avons cette possibilité d'opter d'un point de vue volontaire pour le retour à la foi, à la tradition. C'est sûr que ça manque de naïveté et d'innocence, mais ça a la vertu de venir d'une disposition d'autres alternatives, et dès lors, ça a tous ses mérites. Deux questions avant de terminer cet entretien avec vous, David Engels. C'est ce personnage qui fait ce constat politique. Il dit ceci: l'ère des partis est révolue alors que l'ère des grands individus commence, une tendance menant au césarisme. Et on voit dans les sondages l'envie de beaucoup de Français de voir advenir un régime dit autoritaire en France. Qu'est-ce que vous en pensez ? L'éternel rêve de l'homme providentiel, surtout en France, où on connaît ça depuis des siècles, déjà maintenant. Bon, ce roman est un peu un roman clé de la droite européenne, c'est-à-dire c'est un roman qui essaye d'illustrer toute une série de différentes facettes de la pensée conservatrice européenne, avec ses hauts et ses bas, ses différentes opinions. Dès lors, il y a énormément de personnages qui exemplifient, qui représentent
représente certaines facettes d'une droite identitaire à travers une droite plutôt catho vers une droite libérale avec tous les avantages et les inconvénients. Là, évidemment, cette position-là, qui est une que je défends d'ailleurs moi-même dans ce cas-là, en tant que spenglerien, en effet, quand on met en avant les parallélismes avec d'autres civilisations, notamment la fin de la République romaine, il est clair que le prochain point sur le menu, si je puis dire, qui nous attend, c'est évidemment des désordres civils, le césarisme, et puis finalement l'avènement d'un genre d'Auguste. Et voilà, ce césarisme, en France déjà, on s'y attend depuis un certain temps, mais il suffit de regarder aux États-Unis et de regarder des personnages comme Trump, comme Vance, comme le triumvirat avec Elon Musk pour voir très clairement qu'on est déjà en train de dépasser le dernier cadre de démocratie libérale et qu'en effet on est rentré dans un monde où finalement ce ne sont pas les idéologies de certains partis politiques qui prime, où on vote presque par accident pour une personne juste parce qu'il porte une idéologie de parti, mais que c'est plutôt le contraire. On vote pour un personnage parce qu'on croit en lui, en son charisme, en sa personnalité, et finalement ce qu'il dit est relativement secondaire. Et dès lors, on voit bien qu'en politique, de plus en plus, certaines positions se ressemblent de plus en plus et qu'il est maintenant assez difficile de dire est-ce que quelqu'un est maintenant de gauche, de droite, c'est plutôt vraiment des personnalités. Et je crois que là, avec Trump, avec Vance, on est en plein dedans et ça viendra en Europe aussi, j'en suis sûr. Et en tout cas, en attendant l'homme providentiel, s'il advenait, vous prenez, en tout cas c'est ce que l'on comprend en vous lisant David Engels, la formation de petites sociétés parallèles de résistance. C'est une des options explorées par le livre, dont j'avais parlé moi-même aussi dans mon petit livre Que faire. En effet, on voit là-dedans, parfois de manière un peu satirique aussi, comme vous l'aurez remarqué, certaines de ces petites communautés qui essayent de former presque un genre de ghetto identitaire, avec tout le côté un peu comique que cela et tragique en même temps que cela puisse avoir. Mais de fait, vu la situation actuelle, je suis assez persuadé que la formation de communautés familiales, professionnelles, sociales, religieuses, d'entraide de personnes qui auraient des intérêts idéologiques partagés, surtout du côté d'un certain conservatisme, est absolument nécessaire. C'est le retour des tribus, comme dit Maffezoli. Je ne sais pas si c'est vraiment des tribus ou si c'est plutôt un genre de stratégie, de survie en tout cas, face aux temps difficiles qui s'approchent. Et si nous ne voulons pas être esselés et fragmentés par les risques d'un système d'observation, de censure, etc., nous avons tout intérêt maintenant déjà d'essayer de nous entourer de personnes avec lesquelles nous nous entendons bien et qui partageraient notre avis pour pouvoir résister à cela. C'est exactement ça d'ailleurs qui s'est passé sous le communisme, où on voit bien qu'en Slovaquie, en Tchéquie, en Pologne, partout, il y a des petits cercles de résistants au communisme qui se sont formés déjà à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'ils s'attendaient à l'avènement justement de l'autoritarisme communiste et que c'est grâce à cela aussi finalement que le communisme a pu être détruit peu à peu de l'intérieur. Je crois qu'on ferait bien de s'inspirer de ce combat-là. Le retour du roi, c'est le titre de votre roman, David Engels, un roman à retrouver sur la boutique de TV Liberté. Merci monsieur. Merci pour l'invitation.